Des histoires de acting, mais je sais pas quoi là. Tu connais combien de Camerounais qui sont acteurs? You know? Et parce que je parle de Hollywood, tu vois. Donc il me dit que là, me citer les acteurs camerounais à Hollywood, gars. Et au lieu d'aller au Nigeria, où j'ai vu tout ça là, j'ai décidé que je vais rentrer au Cameroun. Ce sourire, il est très éloquent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelque part, j'ai délaissé ma culture. Ton identité un peu? Mon identité pour saisir celle des autres. Ok. Se feeling. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, plus jamais, en fait, je vais douter de qui je suis ou je vais renier qui je suis. On a une identité, on veut nous faire croire, très souvent que être africain, c'est pas sexy, c'est pas cool. Non, en fait, là, aujourd'hui, we are the new cool. Parce que le showbiz, c'est pas une industrie, c'est pas rose, c'est pas juste les strass et paillettes qu'on voit sur Instagram et à la télé. Il y a beaucoup de choses derrière. Et j'ai eu la chance aussi, de par, je pense, mon caractère, et comme tu disais tout à l'heure, mes convictions et mes valeurs, de ne pas m'être compromise pour quoi que ce soit dans cette industrie, dans cet écosystème. Toujours garder les yeux braqués sur ses valeurs et sur ses convictions. Ça, c'est la première des choses. Ça prendra peut-être plus de temps, mais le travail paye. Sachez quel est votre why, quel est votre pourquoi, quelle est votre raison de faire ce que vous faites. Les dons et les talents, on en a tous. Maintenant, pourquoi vous les exploitez comme vous les exploitez? Elle a été artiste, actrice et aujourd'hui elle est présentatrice. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Sophie Aïda. Dans cette première partie d'une interview, nous allons parler de son parcours, comprendre qui elle est, quel était son itinéraire pour devenir la grande dame qu'elle est aujourd'hui. Il y aura ensuite une deuxième partie dans laquelle nous allons plutôt parler de leadership, de women empowerment. Ce sera intéressant, ce sera du Wonder Show. On se donne rendez-vous juste après le générique. À tout de suite. Hello Sophie, comment tu vas? Hello Kevin, je vais bien toi? Ça va super bien, merci d'avoir cette bien invitation. Merci de me recevoir, surtout que c'est 1 year in the making, on va dire. Yeah, ça fait longtemps. Enfin, on a réussi à se synchroniser. Exactement. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les 2-3 personnes qui ne te connaîtraient pas? Yes, alors je m'appelle Sophie Aïda, je suis actrice, animatrice télé, présentatrice d'événements à l'international, entrepreneur et fondatrice aujourd'hui du média Women of Destiny Media. On en parlera. Yes. La scène, une passion pour toi? La scène, une passion, ouais. Depuis que j'ai 2 ans, je suis sur scène, d'abord avec le théâtre, et puis ensuite, il y a quelques années, j'ai été plongée dans le monde de la présentation d'événements, et ouais, non, amoureuse de la scène, amoureuse du public, et de la sensation que ça fait que d'être sur scène. Je me suis entendu dire que tu t'as toujours rêvé d'être actrice, c'est ça? Ouais, alors oui, c'est vrai que depuis mes 2 ans, quand j'ai commencé le théâtre, j'ai toujours su que c'est un métier que je voulais entreprendre, parce que j'aime raconter des histoires, mais à travers des émotions, à travers des langage corporel, you know, et des expressions de visage. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, plus qu'avant, je pense que l'Afrique a besoin de se faire découvrir par ses enfants, parce qu'il y a personne de mieux que de raconter une histoire que des personnes qui la vivent. Yes. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important que nous, Africains, on raconte nos propres histoires au lieu de laisser les autres les rencontrer. Exact. Je propose qu'on parle un peu de ton parcours. Tu es d'origine camerounaise, le continent. Salut les gens du continent. T'as grandi en France, ensuite t'es parti aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? C'était la décision de mes parents. Ok. Donc on a déménagé là-bas pour le travail de mes parents, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à baigner dans l'écosystème américain. Et c'est là-bas que t'as fait tes premiers pas dans la scène? Non, en fait, j'ai commencé quand j'avais 2 ans au Cameroun. Ah ouais. Quand j'avais 2 ans au Cameroun, mais aux États-Unis, j'ai continué justement, et j'ai perfectionné, on va dire, mon art d'une certaine manière. J'ai toujours du travail à faire, bien sûr, parce que j'étais dans le fief ou le berceau d'Hollywood, quoi. Et le cinéma tel que moi je le connais, c'est un cinéma américain. Okay. Que les premiers films que je regardais, qui m'ont impressionné quand j'étais toute petite, c'était des films américains, notamment La Couleur Pourpre, qui est un de mes films préférés. Et donc voilà, donc en gros, arrivé là-bas, dès l'école, dès le lycée, enfin déjà dès le collège même, on te dirige, tes conseillers d'orientation te dirigent dans la voie qui peut-être
être la voie de ta carrière. Donc si tu as des prédispositions dans le sport par exemple, au football américain, on va te mettre dans l'équipe de football et tu vas continuer comme ça jusqu'à ce que tu graduates, que tu aies ton bac entre guillemets. Et si tu es plutôt comme moi thespienne comme on dit, donc dans le théâtre, on te positionne dans une formation de théâtre et tu joues comme ça, tu es entraîné, tu joues jusqu'à ce que tu arrives à ton bac et ensuite on te redirige dans une université qui va pouvoir perfectionner en fait ton travail. Très bien. Est-ce que tu penses que tu aurais été on n'aurait pas connu la Sophie Aïda d'aujourd'hui si tu n'avais pas été aux États-Unis? En fait, j'ai toujours su que c'est ce que je voulais faire. Donc, même quand j'étais au Cameroun et quand j'étais en France, c'est toujours été un battement de cœur. Donc, je pense que j'aurais quand même essayé. J'aurais peut-être eu moins de résilience et de persévérance dans cette industrie qui est extrêmement difficile et très fermée. Mais je pense que j'aurais quand même tenté de vivre mes rêves. Je suis très tenace comme personne et très bornée. Donc, quand je veux quelque chose, I work for it and I go get it. Tout à l'heure, tu parlais de l'Afrique, de raconter l'histoire de l'Afrique par les Africains. On peut comprendre, quand on regarde ton parcours, que tu as toujours gardé ce cœur pour l'Afrique, même étant aux États-Unis, c'est ça? Alors, non. C'est drôle parce que justement, je suis africaine, je suis camerounaise jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis. Quand j'arrive aux États-Unis et que je suis au lycée, les gens ne comprennent pas vraiment le fait que je sois noire et que je parle pas anglais. Donc les blancs américains, bon, ils s'en foutent, mais les noirs américains, eux, ils se disaient, mais je comprends pas, like, you're black, why don't you speak English? Et ils m'ont, quelque part, en fait, les remarques, c'est d'enfants, de ces enfants, à l'époque, on était des enfants, m'avaient beaucoup perturbé. Et donc, j'avais besoin d'appartenir à un groupe, et donc pour ça, j'ai quelque part, en fait, renié d'où je venais. Parce que je voulais fit in. Tu vois, je voulais vraiment appartenir. Donc j'ai commencé à apprendre l'anglais, mais avec un accent pour que il n'y ait pas l'accent qu'on appelle l'accent des suburbs ou des blanches américaines, tu vois. Il fallait absolument que je parle l'anglais des noirs, quoi, tu vois. Donc quelque part j'ai délaissé ma culture, ton identité un peu, mon identité pour saisir celle des autres. Se fit in. Parce que j'étais dans une école où il y avait pas deux personnes comme moi, quoi. Moi, mes petits frères, ils étaient au collège. Moi, j'étais au lycée. On est une école de 4000 personnes. J'ai pas rencontré d'autres Africains, à cette époque-là. Et les seuls noirs, c'était des Américains. Et à quel moment tu retrouves cette identité? Je retrouve justement cette identité quand je décide de poursuivre ma carrière de manière professionnelle. Je quitte la Floride où j'ai grandi pour New York. Et là, les premiers projets que je fais professionnels dans le cinéma, c'est avec des Nigérians. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ce peuple? Ils ont des noms déjà, I'm like, oh my god, ils ont des noms super africains, like, c'est ouf. Et en plus de ça, ils sont très fiers de leur nom, fiers de leur langue maternelle. Ils parlent Yoruba, ils parlent Igbo, fiers de leur tradition, fiers de porter des habits en paille. Mais moi, c'est-à-dire que c'était aberrant. C'était du jamais vu pour moi. Parce que moi, je me souviens, au Cameroun, surtout, quand on était petit, quand on mettait en paille, on te punir, gars. Tout le monde a envie de s'habiller en petit bateau, je sais pas, tu vois, les marques, machin. Donc, quand on te met en paille, là, c'est que c'est la punition. Tu vois, le paille, c'était le, comment dire, c'était, ça, quand tu disais paille, tu disais kaba, tu disais, je sais pas, moi, en tout cas, c'était l'habit vraiment le moins cher. Et c'était pas sexy, tu vois. Mais ils ont réussi à rendre le pain sexy. Pour moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Like, what is this? Et je me souviens, donc j'ai commencé à beaucoup marcher avec des Nigérians. Donc ça m'intriguait. Et puis j'ai joué dans un film Nollywood America. Et je suis allée au Nigeria pour la première fois, pour l'avant-première. Et j'ai été juste éblouie de voir tous ces jeunes fiers dans leur pays qui ont pas envie d'aller ailleurs, s'en foutent, ils sont là-bas chez eux, ils ont créé une industrie dans le cinéma, dans la musique, dans la télé, ils réussissent, ils ont 18 ans, ils ont quitté la maison, ils ont leurs appartements, les voitures, machin. Je me dis mais c'est pas possible. Je dis si eux ils peuvent le faire, est-ce que nous aussi on peut le faire? Et là c'est vraiment, et ce qui m'a marqué le plus, je me souviens, mon père était venu parce que pour l'avant-première, on était au Radisson Blue Hotel à Lagos, et tous les vendredis en fait c'est soirée traditionnelle. Et donc tu as tous ces gens qui arrivent avec le African attire
Et tous ces jeunes, ils étaient beaux, elles étaient belles. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais this is who I am. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, plus jamais, en fait, je vais douter de qui je suis ou je vais renier qui je suis. On a une identité, on veut nous faire croire, très souvent que être africain, c'est pas sexy, c'est pas cool. Non, en fait, là, aujourd'hui, là, we are the new cool. Donc voilà. Yes. Super édifiant comme témoignage. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne pourras jamais savoir où tu vas. Yeah. Ensuite, t'es rentré en Afrique, en Côte d'Ivoire, il me semble. Non. Ah. Non, la Côte d'Ivoire vient bien après. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je tombe amoureuse justement de l'Afrique à travers le Nigeria, à travers cette expérience-là. Et je reviens aux États-Unis, je me dis non, il y a quelque chose à faire sur le continent, faut que je rentre et tout, faut que j'aille, faut que je donne tout. Et au lieu d'aller au Nigeria, où j'ai vu tout ça là, j'ai décidé que je vais en tout comme Ce sourire, il est très éloquent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, ça veut tout simplement dire qu'à l'époque, je pense qu'avec moi, l'expérience que j'avais, le Cameroun n'était pas encore prêt, tu vois, n'était pas encore mûr au niveau du showbiz et au niveau des opportunités que je pense qu'on aurait pu avoir. Et ça, pas parce qu'il y avait pas de talent, mais parce qu'il y avait pas d'opportunités. Les entreprises privées ne mettaient pas la main à la pâte pour pouvoir financer des projets. Bon, je vais pas parler de l'État parce que bon, c'est tout ce que, c'est pas, l'État n'est pas ce qui nous encourage le plus, surtout en tant qu'artiste, à se développer. Donc en fait, l'écosystème n'était pas Mathieu. favorable. Tu vois, pour que je puisse exprimer tout ce que j'avais envie d'exprimer. Potentiel. Et donc ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que j'étais venue avec tout l'enthousiasme du monde et toute la volonté du monde et vraiment une vision très positive de ce qu'aurait pu être cette expérience, tu vois. Et je n'ai aucun regret. Je pense que c'était nécessaire que je passe par là, mais c'était pas au niveau de ce que j'espérais. Ça va peut-être se faire un jour. Bien sûr, c'est mon pays. Mon pays. Non, c'est mon pays. C'est vrai que pendant longtemps, j'avais décidé d'essayer de voler de mes propres ailes vers d'autres horizons pour justement avoir plus d'opportunités pour asseoir vraiment mon expérience, tu vois, et mes capacités. Maintenant, aujourd'hui, ce par quoi j'ai envie de commencer, c'est d'abord de ma fondation que je vais lancer cette année. Parce que j'ai envie de travailler avec les jeunes femmes, j'ai envie de pouvoir leur transmettre des clés et des outils que j'ai pu acquérir de par mon expérience et de mes formations aux États-Unis. Et leur ouvrir des portes de ce métier que je fais, qui est un métier extraordinaire, mais où il faut vraiment être entouré, quoi. Parce que le showbiz, c'est pas une industrie, c'est pas rose, c'est pas juste des strass et paillettes qu'on voit sur Instagram et à la télé. Il y a beaucoup de choses derrière. Donc j'ai besoin, je ressens ce besoin-là de pouvoir transmettre à ce niveau-là. Donc je vais commencer par ça, et puis par la suite, oui, j'ai envie de produire beaucoup de projets, des films, des séries, des choses comme ça. Et les produire sur le continent et en particulier au Cameroun. Giving back. Yes. C'est une belle introduction à la prochaine, du moins c'est la prochaine question que j'allais te poser. Justement, tu as joué dans plusieurs films, tu l'as un peu dit dans ce que tu disais au tout début. Je pense à Yellow Pepper. Je pense à Isabelle, le dernier qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est Isabelle. Ouais, Isabelle. Oui, Isabelle. Quelle est l'expérience que tu gardes justement de cette aventure, on va dire, cinématographique? Quel est le film ou alors le rôle qui t'a le plus, dont t'es la plus fière? Wow, ok. Alors, en fait, je pense que c'est que le début pour moi, en vrai. Dans le cinéma, c'est que le début. J'ai fait des projets, mais c'était tellement sporadique parce que je suis perfectionniste. C'est-à-dire que même les rôles que je choisis, il faut que, j'ai besoin que le niveau de production soit à un certain niveau, que l'histoire, le storyline soit, ait un certain impact, que le personnage, tu vois, ait vraiment de la substance, et donc, plus jeune, j'acceptais des rôles un peu comme ça, mais je faisais quand même attention à la qualité, mais aujourd'hui encore plus qu'avant, j'ai beaucoup de propositions auxquelles j'ai dû dire non parce que j'ai une vision très claire de mon cinéma, tu vois. Et pour l'instant,
il y a pas beaucoup de propositions que j'ai reçues qui vont dans le sens de ce que j'ai envie de faire. Même dans l'univers nigérien. Pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de taper dans ce monde. Non. Okay. I want to tell our French African stories. Right. Tu vois, je pense que les anglophones, ils ont déjà masterisé cet art-là, ils réussissent déjà à raconter leur histoire, ils ont leur représentants, que ce soit devant ou derrière la caméra. Aujourd'hui, en Afrique francophone, on a encore un large, vaste boulevard, tu vois, devant nous à exploiter, et c'est ça que j'ai envie d'exploiter en fait, tu vois. Donc, mais après, c'est vrai que mes productions seront peut-être bilingues pour certaines et peut-être même anglophones pour d'autres, mais j'ai envie de les tourner dans des pays francophones. C'est-à-dire que je veux montrer en fait que dans les pays francophones il y a la possibilité, on a des talents, que ce soit devant la caméra, derrière la caméra, on a des lieux, on a des sites, on a et pour pousser en fait l'État et le secteur privé à s'investir beaucoup plus, tu vois, dans le narratif de notre Afrique, tu vois. Donc voilà, donc c'est vrai que moi je considère que je suis encore au début de ma carrière en tant que actrice, pardon. Il y a encore tellement de rôles que j'aimerais exploiter. J'écris, j'ai une série que je suis en train de développer, j'ai un long métrage que j'ai déjà écrit. Mais le rôle qui m'a le plus marqué, ce serait le dernier rôle que j'ai joué, le rôle de Sissi Nyamké dans la série Isabelle, parce que c'est un personnage mais tellement complexe, qui est un peu schizophrène, un peu bipolaire, énormément dans son énergie masculine, mais en même temps pervers narcissique et people's pleaser. En fait, c'est vraiment un personnage hyper complexe, et tout ça parce qu'elle a vécu en fait des traumas qu'elle n'a pas guéri, et qui dans sa vie d'adulte ont fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui, et j'ai vraiment adoré jouer ce personnage, parce que ça m'a permis de sortir un peu de ce truc un peu très lisse dans lequel on me met souvent, et vraiment de tester, d'aller chercher aussi à l'intérieur, tu vois, moi mes propres traumas, et ça m'a permis de découvrir certains sur lesquels j'ai dû travailler. Donc non, c'est vraiment une expérience incroyable. Je reviens juste sur ce que tu as dit tout à l'heure, ça a assez attiré mon attention sur le milieu du showbiz. Tu disais que c'était un milieu qui est compliqué, difficile, etc. Quels sont les pièges à éviter pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qui a des valeurs, qui a des convictions? Quels sont les pièges à éviter? Je pense que la première chose que je peux dire, c'est pas forcément un piège, mais c'est justement, tu as parlé de conviction, de valeurs, c'est de toujours garder les yeux braqués sur ses valeurs et sur ses convictions. Ça, c'est la première des choses. Ça prendra peut-être plus de temps, mais le travail paye. Le travail paye, la persévérance et la résilience, ça paye. Je pense qu'aujourd'hui on est dans une société de masse, fast consommation, tu vois. Voilà. Où tout le monde veut tout maintenant. Les gens n'ont plus de patience, les gens n'ont plus envie de prendre le temps, et c'est ça qui nous tue. Donc l'industrie du showbiz depuis la nuit des temps, ça a toujours été une industrie, tout ce qui est strass et paillettes, la visibilité, être devant, ça a toujours été une industrie qui demande beaucoup de sacrifices, et aujourd'hui plus que jamais, parce que grâce à TikTok, grâce à tout ça, machin, du jour au lendemain on peut être propulsé, et les gens se disent j'ai envie d'être connu, j'ai envie de gagner plein d'argent, et donc je suis prête à tout, ou prêt à tout. Donc faut garder les yeux vraiment sur ses convictions et sur ses valeurs. C'est la chose, je pense, la plus importante pour moi. C'est ça qui va te permettre c'est ça qui sera ton fil conducteur tout au long de ton cheminement dans cette industrie-là, et qui te permettra de ne pas te perdre quand certaines opportunités apparaissent qui sont pas forcément des bonnes opportunités. Toute opportunité n'est pas une bonne opportunité. Les cadeaux empoisonnés, tu vois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en termes de pièges, toujours, faut pas écouter les belles paroles. Tu sais, mon père, quand je commençais ma carrière, parce que lui il comprenait pas. Lui à l'époque là, c'était comme, pardon, va faire des études, de business management or something, but des histoires de acting, mais je sais pas quoi là. Tu connais combien de Camerounais qui sont acteurs? Et parce que je parle de Hollywood, tu vois, donc il me dit que tu vas me citer les acteurs camerounais à Hollywood, gars. Parce que là, tu me dis que tu veux faire une carrière d'actrice, je comprends en fait,
Et non, mais il avait totalement raison parce qu'en réalité, j'avais pas vraiment de repères. Moi, mes repères à Hollywood, c'était des femmes noires, tu vois, mais nord-américaines, pas africaines. À l'époque, il y avait pas des Lupita Nyong'o, il y avait pas des Cynthia Erivo, tous les acteurs qu'on voit aujourd'hui, nigérians, kenyans, machin. Ça n'existait pas à mon époque. Il y en avait quelques-uns, mais c'est pas comme aujourd'hui où t'en as dans tous les sens, tu vois. Donc j'avais pas de repère. Donc quand mon père, quand je lui dis ça, lui, pour lui, il se dit mais elle, en fait, elle va rater sa vie, tu vois. Parce qu'en fait, et mon père me disait ça, il me disait quand j'ai insisté que c'est ce métier que je veux faire, et que après quelques années là finalement on dit ok c'est ce que tu veux faire, y a pas de problème, je te laisse faire ce que tu veux faire. Il me disait toujours, parce que je venais le voir, je disais oui papa tu sais j'ai fait ça, et quand j'ai fait tel truc on m'a dit que j'étais super, que j'étais forte, il me dit ok bon t'as payé. Je dis non mais tu comprends pas et tout, tu sais dans cette industrie et tout au début et tout on paye pas tout le temps, chose qui est vraie, mais à un moment quand ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, you know, même si c'est symbolique, but they need to give you something. Mon père me disait toujours arrête d'écouter les paroles des gens, si ton travail est si bien que ça, on doit te payer, people are gonna pay you for it. Et c'est pas que mon travail n'était pas si bien que ça, c'est que c'est juste que j'étais happé par le système de l'industrie, tu vois, où tu travailles par passion. Et la passion fait que tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, tu donnes tout ce que t'as, et tu ne réalises pas que à la fin de la journée, you gotta eat. Tu dois manger, tu vois. Et donc, tu te retrouves à vivre une vie pseudo-misérable. Tu dors sur un canapé, le canapé de ta cousine, de ton machin. Tu manges de la malbouffe parce que c'est ce qui est le moins cher et tout. Tout ça parce que tu es dans la poursuite de tes rêves. Certes, ça te fait gagner en expérience, mais quelque part, il faut pouvoir prendre conscience de ses dons et de ses talents et du travail qu'on met dans le travail, dans son métier, tu vois. Et donc, les belles paroles, c'est bien beau, mais tant que ton travail n'est pas valorisé, tu ne peux pas quantifier, ton apport, l'apport de ton talent. Don't believe the hype. Ok, super, merci, super édifiant ce que tu dis. J'aimerais quand même savoir, la Sophie Aïda, est-ce que la Sophie Aïda d'il y a 10 ans, savait qu'elle allait devenir l'icône qu'elle est aujourd'hui? Icône? Oh là là, je suis encore une icône. Il faut quand même assumer. Grande présentatrice, on te voit partout. Listen, dans des grandes cérémonies. Je ne fais que commencer. Assume ton statut. Je ne fais que commencer. Non, mais non, en fait, je peux pas... Tu sais, il y a des gens qui vont te dire... ouais, en fait... waouh, tu sais, j'ai jamais cru que... Non. Moi, j'ai toujours su ce que je vais faire, ce que je devais être. Toujours. Et là où je suis en train d'aller, là, je suis en train de marcher dans le chemin de ma destinée, en fait. Tu vois. J'ai toujours su ce que je voulais faire et ce que je vais être, ce que je vais devenir. Donc, on est simplement sur la voie. Donc, il y a 10 ans, c'est-à-dire que selon moi, je pense même que je suis en retard par rapport à là où je suis censé être aujourd'hui. Mais après, pour moi, je sais que Dieu ne fait jamais d'erreur, tu vois. Donc, ce qu'on considère comme temps perdu, il y a toujours une raison pour toute chose. Et je pense que j'ai beaucoup appris, justement, ces 10 dernières années. Et justement, l'expérience Cameroun m'a beaucoup servi. M'a permis de recentrer un peu mes objectifs et surtout de savoir pourquoi est-ce que je suis né, pourquoi est-ce que j'ai les dons et les talents que j'ai et à quoi est-ce que ça sert. Tu vois, je pense que là où tu me demandais tout à l'heure, tu m'as donné un piège, mais j'aimerais donner un conseil. Le conseil que j'aimerais donner à toutes les personnes qui veulent exceller, peu importe le métier ou l'industrie. En l'occurrence, là, on parle de l'industrie culturelle ou du divertissement. Sachez quel est votre why, quel est votre pourquoi, quelle est votre raison de faire ce que vous faites. Les dons et les talents, on en a tous. Maintenant, pourquoi vous les exploitez, comme vous les exploitez. Quand vous êtes conscient de votre why, de votre pourquoi, vous avez une réelle mission maintenant, une purpose, un but, de vie. Et c'est ce but de vie qui va vous donner la force de vous lever tous les matins, qui va vous donner la force d'être résilient et persévérant dans cette industrie, qui va vous donner la force surtout de ne pas vous perdre, à faire des choix rapides parce que vous voulez des objectifs rapides, parce que vous savez que votre succès est attaché à un purpose, un objectif de vie. Et donc vos choix de vie seront dictés par cette vision-là que vous avez pour votre vie en fait.
tu vois. Donc ça c'est le conseil que je voulais donner, vraiment savoir reconnaître son why, you know, why you doing what you're doing. Donc il y a 10 ans, je savais que j'allais être quelque part parce que je savais que je travaillais pour ça. Super inspirant. On ne voit pas le temps passer, hein. J'aurais juste une dernière question pour terminer cette première partie. Est-ce qu'il y a des personnes sans lesquelles tu n'aurais pas été ce que tu es aujourd'hui? Of course, oh my God, there's so many people. So many people. Je pense que les premières personnes, c'est d'abord mes parents, you know. Mes parents, parce que bah c'est les personnes qui m'ont mis au monde, qui m'ont donné la chance de pouvoir grandir, you know, dans tous les pays dans lesquels j'ai grandi, côtoyer toutes les cultures et les communautés, et avoir cette ouverture d'esprit, je pense, sur le monde, sur la vie. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être mes professeurs de théâtre, ceux qui ont cru en moi dès le départ et qui m'ont dit mais t'as quelque chose en fait, tu vois, go for it. Il y a des personnes dans la famille aussi qui m'ont toujours motivé et poussé à faire mes petits spectacles, mes sketchs que je faisais quand j'étais plus jeune pour amuser la galerie. Et puis par la suite, il y a les personnes qui m'ont prise par la main. Les personnes qui m'ont prise par la main dans cette industrie, qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont présenté à des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, c'est extrêmement important pour moi d'être un pont et faire le lien entre des personnes qui ont du talent et des personnes et des personnes qui ont déjà réussi, qui peuvent les tirer vers le haut. Donc je suis très très à cheval sur ça. C'est-à-dire que c'est tellement important pour moi de pouvoir connecter les gens et ouvrir des portes. C'est d'où justement la fondation que je veux lancer pour créer des opportunités, parce que je pense que moi j'ai eu la chance d'avoir plus de personnes bienveillantes que de personnes malveillantes qui m'ont accompagné, et c'est comme ça que je veux voir de toutes les façons les choses, et j'ai eu la chance aussi, de par je pense mon caractère et comme tu disais tout à l'heure, mes convictions et mes valeurs, de ne pas m'être compromise pour quoi que ce soit dans cette industrie, dans cet écosystème. Et donc je veux pouvoir du mieux que je puisse. C'est ça, hein, du mieux que je puisse. Ça passe les deux passes. Ok, du mieux que je peux, du mieux que je puisse, parce que ça speak English and French. Je veux pouvoir justement transmettre tout en, je peux pas dire protéger, mais couver un peu comme je pourrais ces jeunes femmes qui peuvent être exposées à des choses très très traumatisantes dans cette industrie, pour qu'elles puissent elles aussi briller dans ces milieux, quoi. Mesdames et messieurs, c'est sur ces propos inspirants, édifiants, que nous allons mettre un terme à cette première partie d'interview. On se donne rendez-vous pour la deuxième partie. À très bientôt.